suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. La vallée aux Loups est un vallon étendu sur plus de 60 hectares, boisé et isolé, à seulement quelques kilomètres au sud de Paris. Il attire au XIXe siècle des pépiniéristes prestigieux et de nombreux artistes qui viennent s'y installer comme François-René de Chateaubriand. Les voyages de l'écrivain au Moyen-Orient et en Amérique nourrissent son œuvre. Son désir d'exotisme se réalise avec la plantation d'arbres rares, devenus de véritables monuments avec le temps. Bernard Degout est le conservateur de la maison de Chateaubriand. Alors dites-moi, comment Chateaubriand arrive à la vallée aux Loups? Alors, Chateaubriand arrive à la vallée aux Loups en 1807, à son retour d'Orient. Depuis des années, il souhaitait se retirer dans un endroit isolé, à la campagne. Et cette installation lui a permis de réaliser ce rêve. Il a trouvé ici un lieu sauvage qui convenait à ses désirs. Alors sauvage féroce, sauvage... Non, sauvage à l'abandon. Ouais. La propriété avait été aménagée entre 1783 et 1793, mais depuis cette date, elle avait été laissée à elle-même. Et c'est ce qui a beaucoup plu à Chateaubriand. Il parle d'un vague taillis d'arbres pas très intéressant, et ce qui lui a permis de faire une première chose importante, c'est d'araser la prairie centrale. Et c'est dans une colline, ici, voilà. là. Et c'est dans cette prairie qu'on a quand même un des arbres les plus somptueux de la vallée aux Loups, qui est le catalpa. On va peut-être aller le voir. On va aller le voir, bien Voilà. sûr. Alors, Chateaubriand a planté son parc pour évoquer ses voyages. Et on arrive ici devant un extraordinaire sujet, qui est un catalpa d'Amérique et qui évoque son voyage en Amérique. Un arbre sensationnel parce que il a été foudroyé. Et il a repris racine, il a marcoté, selon l'expression technique. C'est-à-dire qu'il s'est réenraciné Absolument. avec les branches qui étaient tombées. Et alors là, du coup, on a un arbre. Je ne sais pas quelle est la surface, là, mais c'est incroyable. Et c'est un seul arbre. C'est un seul arbre, C'est oui, pas oui. un bosquet, quoi. Tout à fait. C'est un parc planté par un écrivain, et un écrivain voyageur, qui a évoqué tous les voyages, tous les pays qu'il a parcourus. Le On a vu cèdre, le catalpa. le cèdre du Liban pour Voilà. son voyage en Orient. Mais plus profondément, c'est aussi un parc d'écrivains au sens où Chateaubriand a porté à ces arbres un attachement tout particulier. Ce qui fait que ces arbres, c'est un peu comme... C'est à la fois lui, quelque chose de très profond en lui, des arbres plantés dans ses souvenirs, dans sa mémoire, dans ses illusions, comme il le dit. Et c'est en même temps autre que lui. Et je pense que c'est cela qui l'a conduit à considérer que ces arbres, c'était sa famille, comme des enfants. Chateaubriand reste 11 ans à la vallée aux Loups. Il va insuffler un esprit romantique au domaine, et rapidement, le vallon devient un lieu de résidence séduisant les artistes. Les terres riches et fertiles des parcelles avoisinantes suscitent aussi de nouveaux intérêts. En 1856, des pépiniéristes viennent s'installer dans la vallée aux Loups pour implanter une des plus prestigieuses pépinières de France. Ce vallon offre des conditions climatiques et géologiques particulièrement favorables. Il y a
un célèbre paysagiste qui s'appelle Édouard André qui disait que c'était une terre promise ici. C'est ça, c'est vraiment une terre promise pour l'horticulture. Alors on a de l'eau en abondance ici dans les fonds de vallée dont le sol est marneux, donc constitue une grande part d'argile. Alors quand un sol est marneux, c'est Oui. qu'il retient l'eau, C'est ça. contrairement à Au lieu un de sol qui s'infiltrer, est composé l'eau de reste. sable. Ouais, ouais. L'eau reste, et du coup, si l'eau reste, les plantes, elles poussent, quoi. Il y a de quoi arroser effectivement abondamment. Les horticulteurs, ils étaient heureux d'être ici, Et oui. évidemment. Nécessité en plus d'avoir un sol riche. Ouais. Et là, avec les sols sableux au-dessus, là, sur les versants, le sable dégringole avec l'érosion, avec l'argile aussi qui vient de la surface des plateaux. Et donc, on se retrouve en fond de vallée avec une accumulation de sols profonds, argilo-sableux, donc vraiment des conditions excellentes pour la culture des végétaux. On a notamment, à partir du milieu 19e siècle, une famille de pépiniéristes depuis 10 générations aujourd'hui, la famille Crou, qui va donc cultiver jusqu'à une centaine d'hectares dans les environs. Arbres, arbustes, Alors, vivaces. initialement, arbres fruitiers, Arbres c'était leur fruitiers, spécialité. surtout, ouais. Et donc, en arrivant ici, dans le Val d'Aulnay, eh bien, ils vont se mettre à développer les plantes exotiques aussi, venues d'Amérique, d'Asie, qu'on introduit à cette époque. Donc, ils sont parmi les premiers vraiment à offrir au public une très large gamme de végétaux, avec des plantes de terre de bruyère, avec des arbustes panachés, avec des plantes pour haies. Et alors, je crois qu'ils ont inventé une série de rhododendrons assez fascinants. Alors oui, Qui ils ont ont fait eu le tour du monde. un travail d'hybridation très important, avec vraiment des croisements, des variétés obtenues ici et commercialisées ensuite. Et puis l'hibiscus oiseau bleu, Voilà, c'est c'est très effectivement connu. une obtention châtenaisienne. Qui ont encore vendu des... Et alors le nom a changé, c'est Bluebird, Oui, le brevet est forcément. américain maintenant, Oui, mais c'est- voilà, c'est une plante qui a eu un énorme succès et qui est née ici, dans le Val d'Aulnay. En 1986, la famille des pépiniéristes Crou vend ses terrains au département. Le domaine départemental de la Vallée aux Loups est créé. L'arboretum, l'un de ses fleurons, a reçu le label Jardin remarquable. Jérôme Tixier, responsable des parcs et jardins du sud du département, est particulièrement attaché à certains arbres. Jérôme, on est dans le grand arboretum de la Vallée aux Loups. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un arboretum et qu'est-ce qui fait sa spécificité? Alors, un arboretum, c'est un espace planté d'arbres où on étudie le développement et la croissance des arbres et à des fins scientifiques. Alors qu'ici, nous sommes dans un arboretum paysager et c'est les propriétaires, la famille Crou, qui a voulu planter ces arbres remarquables pour exposer leur production et la faire voir aux personnes venant acheter les végétaux. Donc plutôt que de poser les arbres les uns à côté des autres, on les met en scène dans un grand jardin. Alors bien sûr, on les met en scène au niveau paysager. On met en valeur la forme, la silhouette, les contrastes de couleurs, les floraisons, les feuillaisons, et on crée de véritables scènes paysagères. Alors là, on arrive devant le grand cèdre, un peu le bijou de la Vallée aux Loups. Alors lui, il est vraiment particulier. Est-ce qu'on peut juste le regarder d'un peu plus près? Parce qu'en fait, ce qui distingue le cèdre de ses congénères, les résineux, c'est cette petite rosette qu'on voit ici. Mais là, cet arbre-là, il est un peu particulier quand même. Ah ben là, tout à fait. Donc on a bien la rosette. Alors bon, elle est bleutée puisque Ouais. c'est le cèdre bleu pleureur de l'Atlas, qui est le premier cèdre pleureur du monde. Donc c'est un mutant. Un mutant, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il est né dans cette Ben, forme-là. C'est-à-dire Par que, hasard. au départ, on a le cèdre bleu de l'Atlas qui donne des graines. Et parmi ces graines, il y a une graine qui a donné cette forme-là. Le pépiniériste l'a sélectionnée, a regardé un petit peu qu'est-ce que ça donnait et ensuite l'a commercialisé, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit d'autres arbres comme celui-ci ailleurs, y compris à l'étranger, le père de tous, C'est le pied mère. c'est celui-là. Tout vient d'ici, quoi. Mhm. Voilà. Et alors, ce qui est fou surtout, c'est sa surface. C'est ça qui en fait un arbre exceptionnel aujourd'hui. Alors il a une surface de plus de 700 mètres carrés. 700 mètres carrés, c'est gigantesque. 700 Ah, c'est- mètres carrés, c'est presque 7 maisons individuelles C'est tout à fait. accolées. C'est immense.
incroyable votre arbre. Donc là, on arrive sous la cathédrale, on va dire. Ah ouais, c'est donc, vraiment une cathédrale, vous avez raison. Hein. Donc voilà, on arrive donc sous l'arbre. Ah oui, racontez-nous un peu cet arbre-là quand même. Donc on a une vision complètement différente par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc on a les charpentières. Les charpentières, c'est bien les branches principales. C'est les de branches l'arbre. principales de l'arbre. On en a une ici, une là, les autres sont derrière. Donc derrière, une au-dessus de la pièce d'eau. On dirait presque une œuvre d'art, mais c'est une œuvre d'art, mais vivante, quoi. Comment vous entretenez un trésor pareil? Parce que j'imagine que vous êtes obligé de le bichonner. C'est votre... vous en êtes fier quand même de cet Tout arbre. à fait. Alors l'entretien, ce qui est primordial, c'est le système racinaire. Alors je m'entends, il n'y a aucun véhicule qui passe sous l'arbre. C'est uniquement une desserte pour les piétons. Et comme on voit ici, ils ne peuvent pas aller sur la partie... Système racinaire, c'est rien d'autre que l'endroit sur Système lequel on est racinaire. aujourd'hui. C'est-à-dire que Voilà. là, on est un peu en train de le contrarier. Oui, on est en train de le contrarier. Si jamais il y avait du piétinement Voilà, c'est ça. régulier, ça, le piétinement même des piétons est très mauvais, quoi. Mhm. Le deuxième entretien de cet arbre, qui est aussi très important, c'est le nettoyage de l'arbre. Alors, on le voit, c'est le nettoyage des bois morts. Donc, tous les 5, 6, 7 ans, les jardiniers du parc, en hiver, nettoient l'arbre. Donc, on retire tous les bois morts. On va mettre en valeur les charpentières, la ramure de l'arbre, et surtout, ça permet à la lumière de rentrer un petit peu sous l'arbre. Et de fabriquer cette, et de fabriquer un cette petit peu dentelle au cette sol, dentelle au ces grandes sol, projections. Tout à fait. Sinon, on serait dans le noir complet. On là. serait pas dans le noir complet, mais on serait quand même dans l'obscurité, quoi. Ok. Et ça permet surtout de mettre en valeur l'œuvre, quoi. Alors, je crois qu'il y a une troisième chose, c'est quand même que ces branches, on se demande bien Alors, comment elles tiennent déjà. Alors, ces branches, elles tiennent naturellement, ça tient tout seul. D'accord. Sauf aux extrémités de l'arbre, pour que l'arbre puisse se développer. Aujourd'hui, si on ne mettait pas l'étayage que nous avons devant nous, l'arbre tomberait par terre et son extension deviendrait impossible. Donc nous avons mis en place des étais, ce sont comme des stalagmites, ça a été fait en harmonie avec l'arbre, on a l'impression que ça fait partie de l'arbre. C'est vrai, ouais. Et qui soutiennent les branches. Et qui soutiennent les branches au cas où nous aurions des chutes de neige ou des vents violents. Et en plus, ça donne un côté, œuvre d'art, mais tout ça, ça... Mais qui ne fait pas de ça botte. compétition avec l'arbre. C'est Pas ça du qui tout. est beau avec cette Pas œuvre du tout. Alors nous voilà devant un des cyprès chauves de la vallée aux loups. Ah, non, c'est le cousin du cyprès chauve, c'est le cyprès des étangs. Ah bon? Ils se ressemblent, c'est la même famille, mais c'est complètement différent, quoi. Et qu'est-ce qu'il distingue alors, Alors, de... la différence, déjà, c'est la feuille, qui est beaucoup plus fine, Ouais. et surtout son port, qui est ascendant, et l'extrémité des rameaux retombe. Et puis surtout, on a les pneumatophores. Ici, Ah, il faut nous raconter, parce Ici- que eux, ils sont fous, là, les ceux-là. pneumatophores, là, on pourrait dire que ce sont des objets d'art Là, qui ont c'est été une, là, c'est posés. une collection, là. Voilà, une Ouais. collection de petits bonhommes qui ont été mis, mais non, ce sont des racines aériennes, des excroissances. Ces racines, les siennes. Les racines de cet arbre, puisque cet arbre-là a la particularité de vivre dans les marécages. Donc là, il était planté en Bordeaux, et en fin de compte, les racines sont asphyxiées et elles font des excroissances pour chercher l'oxygène de l'air. Si vous le plantez dans un milieu plus sec et hors de l'eau, il n'aura pas ces excroissances. Nécessairement, on ne verra pas Voilà. toutes les excroissances. Et ça serait vraiment dommage, parce que c'est une suite de l'arbre, c'est un tout et qui donne quelque chose de majestueux, quoi. Alors, on est sous un pterocaria, et je crois que c'est vous qui l'avez planté. Alors, tout à fait, voilà. Quand j'ai commencé ma carrière dans cet arboretum, il y a 25 ans. 25 ans. Il y a 25 Donc il a ans. 25 ans, là. Il a 25 ans, donc quand j'étais jardinier, j'ai participé à la plantation de cet arbre. C'est vrai que ça fait une certaine émotion quand même, hein, puisqu'on plante, et puis voilà, on plante pas que pour nous, mais pour les générations futures, quoi. C'est pas le seul, vous en avez planté d'autres. On en a planté d'autres, mais celui-là, c'est vraiment le premier. Et puis quand on voit l'ampleur qu'il a pris, voilà, donc c'est la poursuite de tous les arbres remarquables qu'on a pu voir. C'est la poursuite de cet arboretum. C'est la transmission aussi de notre savoir-faire. Le département réunit peu à peu les parcelles acquises en un grand parc ouvert au public, en intégrant l'île verte et quelques bois qui ceinturent le site.
il entretient désormais l'ensemble du domaine. Les responsables actuels du parc et les jardiniers perpétuent l'idée de préserver de nombreuses collections végétales. Nelly Boulac prend tout particulièrement soin des convolvulacées. Voilà, donc ici vous êtes au paradis des convolvulacées. Donc convolvulacées qui regroupent le liseron, le volubilis. Donc ici on a des formes assez différentes. Tout ce qu'on a ici, c'est des convolvulacées. Ce sont des convolvulacées. Alors par contre, vous voyez bien qu'il y a des formes différentes. Il y a forcément un point commun, étant donné qu'elles font partie de la même famille. Donc le point commun, c'est toujours une fleur en forme d'entonnoir, 5 pétales soudés et des floraisons plutôt le matin. Une fleur dure une journée, voire une matinée, une après-midi ou une soirée. Mais dans la journée, elle va changer de couleur. Et là, on peut voir quand même les fleurs fanées. Ça, c'est la fleur de ce matin. C'est la fleur du jour, et à côté, c'est la fleur d'hier. Voilà. Donc là, elle se referme vers l'intérieur, ce qui signifie pour l'insecte pollinisateur, c'est pas la peine de rentrer, c'est fermé. Ce qui est important quand on parle de collection, c'est qu'on n'a pas que des jolies fleurs très esthétiques, on a aussi des fleurs un petit peu plus discrètes. D'un autre côté, il ne faut pas perdre à l'esprit aussi que les convolvulacées, partout où elles poussent, elles sont considérées comme une mauvaise herbe. Donc il y a déjà des convolvulacées en voie de disparition. Donc ici, on a un rôle de conservatoire. C'est à l'état naturel qu'elles sont considérées comme des mauvaises herbes. Et nous, on en fait une plante ornementale. Et c'est vrai que c'est une idée complètement originale et je pense utile aussi pour la conservation de la famille. Nelly a déjà réuni 400 espèces de convolvulacées. Elle les entretient pour les recherches des étudiants en botanique et pour les scientifiques. Alors là, c'est incroyable parce qu'on les reconnaît plus du tout là. Moi, je reconnais pas mes hippomées et mon liseron là. C'est typique de la collection. Ce sont ce qu'on appelle les moutons à 5 pattes. Donc voilà, c'est des petites choses complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc pour les amateurs de codex, on a l'hippomée bolusiana. Alors le codex, on précise peut-être ce que c'est. Alors le codex, c'est cette grosse réserve de nourriture. Donc la plante n'a quasiment pas de racines. Tout se passe au niveau. Alors c'est pas un tubercule. Ce serait un tubercule, ce serait dans la terre. Du fait qu'elle soit au-dessus de la terre, c'est un codex. Donc en hiver, les parties aériennes disparaissent pour ressortir au printemps suivant. Donc c'est ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, ce qu'on voit un peu ici aussi, non ? Là, on va appeler ça plutôt une tige codéiforme. C'est-à-dire qu'elle a quand même des racines dans le pot, alors que le codex n'a pratiquement pas de racines. Et alors ça, c'est une convolvulacée qu'on connaît parce qu'on la voit, on la voit dans souvent les villes. dans les villes. Exactement. Ouais. Donc elle a la particularité, c'est que je crois que c'est l'une des plus petites fleurs de convolvulacée qu'on puisse autant dire qu'on ne va pas la voir. Elle doit faire 2 mm à peu près, voilà. Donc elle, effectivement, elle est plutôt cultivée pour son feuillage et son pouvoir de recouvrement. Et puis son côté un petit peu dégoulinant qu'on a tendance à voir. Soit on s'en sert en couvre-sol, soit on s'en sert en suspension. Elle est quand même assez sympa. On a celle-ci qui est un peu particulière, regardez le feuillage. Donc c'est une Hippomépès tigridis, patte de tigre. Donc si on regarde bien la feuille, elle ressemble un peu à une petite patte de tigre. Bébé tigre. Voilà. Alors elle, sa particularité, j'ai jamais vu la fleur parce qu'elle fleurit la nuit, c'est-à-dire du style minuit, 2-3 heures du matin, ce qui fait que moi personnellement, j'ai jamais vu la fleur. Ah ouais, vous faites pas des heures sup Non, je les adore. Alors on m'a dit aussi de mettre une caméra et tout, mais non, je l'ai pas fait. Pour la voir quand même, non Non, j'en mange, des convolvulacées, j'arrive à en manger. Ah oui, parce que paraît-il qu'il y en a certaines qui ont des propriétés particulières. Là, vous avez la patate douce, l'Hippomée batatas. Voilà, donc les gens connaissent la patate douce, n'ont jamais vu le feuillage, généralement, et encore moins la fleur. Et alors, je crois qu'il y a une convolvulacée qui est encore plus incroyable, parce qu'il me semble qu'il y a des substances complexes dans cette convolvulacée. Oui. On a fait des études avec l'INRA d'Avignon, et en fin de compte, sur l'ensemble des convolvulacées, sur l'ensemble de la famille, ils ont trouvé des antioxydants. Alors surtout sur les plantes qui ont des tiges ou des racines rouges. La famille des convolvulacées est séparée en 9 groupes. On a pris un spécimen de chaque groupe. Et effectivement, c'est dans chaque groupe on retrouve des antioxydants. Donc là, je vais vous en faire voir une complètement particulière par sa floraison. Voilà, donc vous voyez. Donc là, c'est l'Hippomée purpurea. Ah ouais, c'est un bijou, ça. Ça, c'est un tableau, quoi. Elle est extraordinaire. Voilà. Elles sont toutes différentes. Ah, toutes différentes. Vous voyez, celle-ci, c'est le blanc qui domine, mais il y a quand même les petites touches de... Et c'est la même... le même genre, la même espèce. Donc c'est un semis qui a été fait à la mi-mars. Et là, nous sommes fin juin, et vous voyez, déjà, le mur est recouvert. Donc elle fait presque 2 mètres en 3 mois. Ouais. Celle-ci est vraiment très volubile, bien recouvrante. S'il y a un arbre au-dessus, elles vont prendre l'arbre. Et toujours plus haut, tout le temps. C'est ce qui nous agace avec le liseron. Ah oui. Parce qu'on le voit sans berlificoter autour des plantes. Et et après, c'est difficile de l'enlever. Voilà. Par contre, il faut bien comprendre que ce n'est pas lui qui va faire crever le rosier. Il va simplement priver le rosier de lumière. Donc ça va l'affaiblir. Donc il suffit de couper le liseron
Et voilà, le rosier retrouve sa lumière et tout va bien. Mais en aucun cas, le liseron va étrangler Voilà. ou pomper la sève du rosier. C'est juste une compétition. C'est une compétition avec la lumière. Voilà. Ici, chaque espèce doit trouver sa place sans gêner les autres. Tout comme les différentes parcelles doivent cohabiter harmonieusement. Christian Lemoin, paysagiste, veille au respect de ce que l'on appelle ici les codes, c'est-à-dire des processus d'entretien mis au point par les jardiniers de la Vallée aux Loups. Nous avons des documents qu'on appelle plans de gestion, qui permettent surtout aux jardiniers, aux responsables des sites, d'avoir un vrai canevas de leurs actions sur le terrain. Cette action, elle peut être transmissible après aux futurs jardiniers qui viennent et responsables. Et c'est vraiment un document qui, pour nous, a une vraie valeur de symbolique, un petit peu de la mémoire du lieu. Alors je crois que vous avez 4 modes d'entretien bien particuliers qui sont les mêmes sur tout le site. Exactement, oui. Nous avons un code horticole, un code jardinier, un code rustique et naturel. Donc horticole, Alors, horticole, c'est ce qu'on a derrière nous. c'est ce qu'on a ici derrière nous, donc quelque chose qui va être très léché. Les hydrangéas, les fougères. hortensias, donc les tailles régulières, les arrosages, le binage, les passages de tondeuses pour les chemins. La présence des jardiniers au quotidien. Voilà. Exactement. Et de l'autre côté, nous sommes plus dans un code naturel qui va favoriser plutôt l'aspect bucolique du lieu, l'aspect naturel qui va donc n'être que d'une tonte par saison. Et alors ce qu'on voit, c'est que les deux cohabitent à merveille. C'est ce qui fait l'esthétisme d'un jardin, c'est cette diversité qui forme un tout. C'est grand contraste. C'est le grand contraste et c'est ce qui permet d'avoir des émotions et des sensations. À la volonté esthétique s'ajoute celle de préserver l'écosystème. Olivier Bouviala est responsable du patrimoine naturel du parc. Là, on arrive dans une prairie qui est absolument pas fauchée. Pourquoi vous avez choisi cet endroit-là particulièrement pour pas faucher la prairie ? Alors je vous l'accorde, c'est étonnant, puisqu'on a ici une belle prairie, et puis ici toute une zone plus classique, jardinée, tondue. C'est ce qu'on appelle la gestion différenciée, qui s'explique simplement avec une gestion des différents espaces. On a une vocation de promenade pour les personnes qui viennent à l'arboretum. Tous les massifs qui sont derrière nous ont été travaillés par des paysagistes, ils ont été plantés avec des espèces ornementales, horticoles, alors qu'ici, la volonté a été plutôt de travailler sur une ambiance rustique, champêtre. Alors, on a une belle prairie, de graminées en l'occurrence, ce qui fait qu'on a des zones comme ça plus naturelles qui hébergent plein d'insectes, des auxiliaires, des prédateurs naturels de nos ravageurs, des zones plus jardinées, et tout ça s'équilibre. Et du coup, on se passe complètement de produits phytosanitaires. Et depuis 2007, on n'en utilise aucun. Les auxiliaires, c'est les insectes qui rendent de grands services aux jardiniers. Effectivement. Et c'est justement dans ces zones-là qui sont traitées d'une façon plus naturelle, dans une ambiance plus champêtre, qui sont des véritables refuges. On a à la fois des gîtes et le couvert pour ces insectes-là. Les bourdons, on raffole en fait. Alors les bourdons, eux, ce sont des pollinisateurs qui vont se nourrir du pollen, du nectar, qui sont un complément aux abeilles domestiques que l'on a aussi. On a des ruchers dans nos parcs. Et tout l'intérêt, c'est justement, grâce à ces prairies, d'avoir à la fois une flore et une faune typique, régionale et spontanée. Il y a quelque chose que je trouve vraiment génial dans l'arboretum. Ce sont ces meules qui ont une double fonction, à la fois une fonction esthétique, pittoresque, et une fonction écologique. Oui, eh bien c'est vrai. En fait, lorsqu'on a commencé à prendre sérieusement la part écologique des parcs, la faune, la flore et leur gestion, on s'est rendu compte que prendre en compte l'écologie sur les parcs, c'est aussi, dans la gestion des différents milieux, permettre de respecter le caractère des lieux. Et c'est un atout, finalement, d'avoir une diversité des ambiances paysagères, notamment ici avec une prairie qui vient d'être fauchée. Et là, typiquement, on renforce le caractère du lieu avec ce caractère de petite campagne. On entend les oiseaux, on a des meules, on est dans une prairie. C'est tout l'intérêt du lieu. On est à plus de 300 000 visiteurs par an. Voilà. Je pense qu'on a à la fois allié le côté écologique et le côté esthétique. Les gens viennent pour ça et se rendent compte, puisqu'on a des visites de groupe, on a des jeunes qui viennent, des enfants, et qui découvrent que
l'écologie contribue aussi à la qualité paysagère du lieu dans son ensemble et de notre environnement. C'est un plus, c'est une valeur ajoutée finalement à la gestion de nos parcs. Après 10 ans passés à la Vallée aux Loups, où il écrivit les premiers chapitres de ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand a marqué les lieux. Il doit vendre sa propriété en 1818. Plus tard, le moraliste écrira « La Vallée aux Loups, de toutes les choses qui me sont échappées, est la seule que je regrette ».